Est-ce que ça va mieux comme ça? Ah oui. Je recommence. Alors, donc je présentais Adrien à mes côtés et moi-même qui allons vous présenter donc les coulisses d'Archisobre. Puis Gérard Lodetti, qui est directeur général délégué de Link City, vous présentera son point de vue de développeur immobilier. Et Franck Boutet, de l'agence Franck Boutet Consultant, viendra nous dire quels sont les drivers sous-jacents qu'il a identifiés dans la démarche Archisobre. Donc, qu'est-ce que la démarche Archisobre? C'est une démarche pour s'engager face à l'urgence climatique. Face aux enjeux de décarbonation de notre secteur d'activité, Bouygues Construction s'engage sur une démarche de reconstruction de la ville sur la ville, de régénération urbaine, avec des solutions techniques en termes de rénovation énergétique ou de transformation d'actifs. Mais nous voulions aller plus loin et trouver également une solution pour que les constructions neuves restent acceptables d'un point de vue d'une empreinte carbone. Donc, Archisobre, c'est une démarche pour être acteur de ce changement. Nous voulions apporter notre contribution à la transition du marché neuf vers le très bas carbone. Alors, les slides sont... Alors, Archisobre, c'est également une question, une démarche qui questionne la construction des bureaux dans ses fondamentaux. Si nous voulions faire cette transition vers le très bas carbone, pour être disruptif, il nous fallait re-questionner nos fondamentaux, re-questionner nos automatismes et se re-questionner pour savoir si, dans un contexte d'urgence climatique, qu'est-ce qui est fondamental dans un bâtiment de bureau et qu'est-ce qui devient finalement superflu. Alors, en juin 2022, nous avons lancé cette démarche exploratoire avec une seule idée en tête, concevoir le bâtiment de bureau le plus bas carbone possible, qui concilie et qui préserve le confort des usagers. Et nous nous sommes lancés un deuxième challenge, c'est que nous avons réalisé cette étude dans un climat projeté en 2040. Donc tous nos conforts d'été, toute notre réflexion a été projetée dans ce climat de 2040. 9 mois plus tard, en mars 2023, à l'occasion du Salon international de l'immobilier du MIPIM, nous avons dévoilé les résultats de cette étude que Adrien va vous présenter dans quelques minutes. Alors, pour réaliser cette démarche, nous avons mobilisé une équipe d'experts pluridisciplinaires. Tous les corps d'État et toutes les expertises étaient autour de la table. On retrouve des experts gros œuvres, on retrouve des experts bois grâce à notre bureau d'études interne WeWood, des experts clos couverts, énergie, thermique, CVC. Nos collègues de chez Elan et de chez Link City étaient également à nos côtés pour nous challenger sur les sujets d'usage et vérifier que notre produit était bien en adéquation avec le marché. Cette équipe, on leur a permis de s'affranchir des limites d'un cahier des charges. Elles sont reparties d'une feuille blanche pour s'affranchir des fausses contraintes. Elles se sont nourries des savoir-faire et des expertises du groupe Bouygues qui existait déjà. Et, je l'ai dit, on leur a permis de se réinterroger sur la perception des essentiels et du superflu. Alors c'est un travail passionnant qu'on a engagé, il y a eu beaucoup de débats, c'était vraiment une belle expérience. Les solutions qu'on va vous présenter, vous verrez, sont toutes des solutions qui existent déjà sur le marché et des solutions qu'on utilise déjà dans nos projets. Et l'innovation d'Archisobre, c'est d'avoir mis toutes ces solutions dans un seul et même bâtiment et d'avoir permis que ces solutions deviennent compatibles entre elles. Et en fait, avoir tous les experts autour de la table nous ont permis de trouver des points d'équilibre assez subtils entre bas carbone et confort d'usage. Et donc cette belle expérience, on n'a pas eu envie de la vivre seule entre Bouygues et on a voulu la partager avec d'autres acteurs de l'immobilier et de la construction. On a donc proposé à Franck Boutet, consultant, et ses équipes de rejoindre l'aventure. Franck qui nous a rejoints. Et alors, ils ont pu nous faire bénéficier de toute leur expérience en matière de sobriété et également, ils ont effectué tous les bilans carbone qui composent la démarche. Et puis, nous avons voulu inviter 3 architectes à venir interpréter ce concept building technique qu'on avait mis au point. Et donc, Lucie Ninet, Martin Duplantier et Thomas Coldefy et leurs équipes ont accepté de rejoindre l'aventure. On leur a donné la boîte à outils technique et on leur a lancé un défi qui était de concevoir un bâtiment de 5000 m² qui serait compatible avec la RE 2020 seuil 2031, tout ça dans un climat de 2040. Et après des réunions itérative et un travail collaboratif avec Franck et les équipes de Bouygues, ils nous ont livré 3 belles interprétations qu'on vous montrera tout à l'heure.
Alors, au moment où on a commencé à faire tout ça, on s'est dit, il y a probablement, je ne vais pas vous mettre pour ne pas vous bloquer l'écran, mais on s'est dit qu'il y avait des choses sur lesquelles on ne pouvait pas rogner, qu'on a appelé les essentiels, et à certains moments dans notre vocabulaire, on les appelle des challenges. Ça revenait à se dire, si on doit faire de l'ultra bas carbone, on ne parle pas de bas carbone, on parle vraiment du plus bas, on a fait la chasse au gramme, au kilo, au centigramme, à ce qu'on veut, à se dire, voilà, si on veut vraiment aller tout au fond du fond, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut qu'on rogne, comment il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde. Et on a eu ces 6 essentiels-là. Il y en a 5, il y en a un qui est caché, il faut que je pense à vous en parler. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler. Si je vous les décris, normalement, je ne devrais pas... L'idée était de ne pas faire des choses trop perchées, trop R&D, mais de se dire, essayons de construire le bâtiment ultra bas carbone de demain, c'est-à-dire, on doit être mercredi, jeudi, est-ce qu'on est capable de déposer un PC très rapidement et donc d'avoir des techniques courantes, des façons de faire qui permettent d'être très rapides et donc de développer, face à l'urgence climatique, de développer une réponse qui soit adaptée tout de suite si on part du principe qu'à un moment, il faut qu'on continue de construire des bureaux neufs. Pour ça, le premier sujet, c'est la conception, je pense qu'on le sait tous. On a réinterrogé un vieux truc qu'on applique, qu'on est très nombreux à appliquer, qui s'appelle le bioclimatisme, en se disant, mais comment on oriente un bâtiment, quel est le pourcentage de surface vitrée, qu'est-ce qu'on doit optimiser, quelle est la bonne morphologie, est-ce qu'il faut qu'on fasse un cube, est-ce qu'il faut qu'on fasse un triangle, est-ce qu'il faut qu'on fasse un carré. Et en se posant ces questions-là, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas encore trouvé le nom d'Archisobre, et on a commencé à se dire qu'en fait, la recherche qui nous animait était une recherche d'optimum, à se dire si on rogne des choses sur la conception, ça veut dire qu'à un moment, on va devoir les réinjecter dans autre chose. Et si on rogne autre chose, on devra les réinjecter dans la conception. Donc, se dire l'ultra bas carbone, il provient de toute une série de choix, de toute une série d'optimums qu'on a réussi à faire parce qu'on est parti en tout corps d'état. Et c'est l'avantage d'une ingénierie comme la nôtre, c'est qu'on a des spécialistes dans tous les lots. Et donc, on arrive vraiment à parler de tout en même temps. On s'est aussi beaucoup posé la question de la surface vitrée, à se dire est-ce qu'une tour à la Défense, c'est la réponse au bâtiment de bureau de demain? Est-ce que faire quelque chose de tout vitré, ça répond ou ça répond pas? Et est-ce que si on est à 32% de vitré, ça va bien se passer? Si on passe à 33%, on déroule, enfin, on dévie complètement. La réponse est évidemment pas binaire. On a réussi à faire des bâtiments ultra bas carbone étant en 30% de vitré, qui semble être un optimum plutôt intéressant. Pour autant, si vous avez une façade super performante, on peut partir du principe qu'à 50% de vitré, vous pouvez vous y retrouver aussi. Ça, je vous le montrerai après. Dans les éléments qui nous ont beaucoup animés, on s'est quasiment toujours posé la question de qu'est-ce qu'on doit mettre au bon endroit. La bonne technologie pour le bon usage, la bonne matière pour le bon endroit. À partir du moment où vous commencez à réfléchir comme ça, vous vous dites comment je peux faire pour ne rien mettre dans mon bâtiment sans dégrader le confort, sans dégrader sa capacité à être commercialisé, à parler à des utilisateurs comme à des investisseurs et faire des bâtiments qui soient sexy. Et donc là, on a commencé à rentrer sur les sujets de l'économie circulaire en se disant où se place le réemploi là-dedans. Alors la chance qu'on a chez Bouygues, c'est qu'on a une filiale qui s'appelle Cineo, qui met en avant tous ces sujets d'économie circulaire et qui va sourcer pour nous très rapidement, mais pas que pour nous d'ailleurs, des produits de réemploi, en se disant si on met pas de faux plancher, enfin si on n'a pas de faux plancher neuf, si on n'a pas de faux plafond neuf, si à chaque fois qu'on se dit qu'il faut qu'on installe une cloison, on réinterroge ces usages-là, on gratte, et on arrive avec des formules telles que celle-là. Le premier sujet qu'on a abordé, c'était celui du faux plafond, en se disant si on laisse une technique apparente et qu'on conserve des valeurs acoustiques qui sont fortes, parce que je ne l'ai pas dit précédemment, mais on est sur des bâtiments qui sont en structure bois, puisqu'aujourd'hui, faire de l'ultra bas carbone, à un moment, ça va vous demander d'avoir des matériaux biosourcés qui vont se mettre au maximum dans votre acte de construire. Si on fait ça, on se rend bien compte qu'acoustiquement, les bâtiments bois sont un peu plus challengés que des bâtiments béton. Donc, le recours aux îlots acoustiques vont diminuer de 30% la surface de plafond que vous allez mettre, avec certes de la technique apparente, qui fait partie aujourd'hui des façons de construire qui sont presque classiques, je dirais. On s'est aussi posé, alors puisqu'on fait un bâtiment en bois, à un moment, on s'est posé la question de la doctrine des pompiers, en se disant, comme on est en Île-de-France, on a des pompiers qui sont un peu demandeurs. Si on était dans la région Aquitaine, on aurait des pompiers qui sont peut-être encore plus demandeurs de ce qu'on voit de notre organisation, en se disant, est-ce qu'on doit encoffrer le bois partout? Est-ce qu'on doit sprinkler? Quel est le poids carbone le plus intéressant entre la matière que vous allez récupérer pour faire votre sprinklage ou les 2 plaques de BA18 que vous mettez pour
couper le feu de votre projet. Aujourd'hui, on se rend compte que le sprinklage est plus carboné. Pour des bâtiments comme le nôtre, un bâtiment Archisob, c'est un bâtiment de 5000 m² sans infra qui est en structure bois. Évidemment, si je vous parlais d'un campus de 150 000 m², dans des matières encore différentes, ce ne serait pas forcément le cas. Aujourd'hui, on sait que le sprinklage, il pèse autour des 30 kg du mètre carré de plus que le plâtre. Donc c'est tous ces optimums et toutes ces recherches-là qui nous ont permis de baisser notre poids carbone. Et au moment où on a fait ça, on avait commencé à parler beaucoup du moment où on a franchi, je ne sais pas si vous êtes familier avec les limites planétaires, mais très récemment, on a franchi la limite de la consommation d'eau douce ou de la disponibilité d'eau douce. À ce moment-là, on s'est dit, on fait un bâtiment de bureau, donc de base, on n'est pas sur on va dire, le chemin critique de la consommation mondiale d'eau. Pour autant, sur les sanitaires, sur les douches, sur les lavabos, on sait qu'on a des techniques de réutilisation de l'eau qui ne sont pas très compliquées à mettre en place et qui vous permettent en plus de ne pas consommer ces types de ressources qu'on ne calcule pas vraiment dans le carbone, mais qui sont plutôt, on va dire, des ressources de valeur. En se disant en plus, quand on va travailler sur le réemploi, on va travailler sur l'esthétique. Puisque, si vous l'avez en tête, le principe du réemploi, c'est que vous avez des gisements. Donc si vous avez 3500 m² de faux plancher et que en fait, vous trouvez 1500 m² de faux plancher d'une certaine épaisseur, ou si vous avez besoin de carrelage de réemploi, mais que pour faire vos surfaces de hall, vos surfaces sanitaires, vous avez 12 types de carrelage différents, forcément, ça va réinterroger l'esthétique. Et le fait de se dire de travailler sur un bâtiment de 5000 m², donc de taille importante pour le marché, mais pour autant qui n'est pas un campus, ni pas un très très gros projet, on peut commencer à se dire que le réemploi a du sens, parce que même si on bariole un certain nombre d'espaces, on peut rester dans une forme de cohérence. Donc réinterroger l'esthétique du réemploi, pour des projets comme celui-là, ça a du sens. Point particulier, dans les Archisob, c'était beaucoup une philosophie. Quand on a commencé à travailler dessus, on n'était pas vraiment sûr d'arriver au niveau qu'on va vous montrer. Au moment où on y arrivait, on se disait déjà descendre sous les 900 kg du mètre carré de carbone, c'était le challenge de l'année. Donc on espérait qu'on arriverait à 700 kg et qu'on serait vraiment super fort. Et quand on a commencé à réfléchir à tout ça, on s'est dit évidemment, le bâtiment bas carbone, au stade des réflexions qu'on avait, on se disait forcément il faut mettre des matières biosourcées. Et forcément il ne faut pas climatiser. Au moment où on se dit ça, on a bien conscience que dans un climat de 2040, vous allez voir, on a choisi des sites un peu différents pour implanter nos concept building. Marseille en 2040, non climatisé, on commence à arriver sur des éléments qui sont un peu sportifs. Donc dans la recherche d'optimum qu'on a fait, on s'est dit, si on ne climatise pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on rafraîchit. Donc on a une CTA adiabatique, donc avec pulvérisation d'eau pour ramener une sensation de fraîcheur sans avoir pour autant d'eau glacée. On a aussi fait une concession à l'impact qu'on voulait avoir sur les lots techniques en se disant on va motoriser nos ouvrants pour pouvoir faire rentrer de la fraîcheur la nuit, le free cooling. Et comme on n'y arrivait toujours pas, on a rajouté des brasseurs d'air, donc les ventilateurs qu'on a tous chez nous, installés à certains, un peu partout dans le bâtiment sur les plateaux de bureau. Sachant qu'une des valeurs de la démarche, c'est que, Claire l'a dit un petit peu avant, on s'est affranchi des contraintes. Et quand on s'est affranchi des contraintes, on s'est dit on va pas faire comme d'habitude. Donc on ne va pas piloter le projet en prix, on va le piloter en ACV et en STD. Ce qui veut dire en analyse de cycle de vie, donc en valeur carbone, et en STD, en simulation thermodynamique, en confort. En se disant si on veut être le plus bas possible en carbone et le plus haut possible en confort, à un moment, c'est ces deux études-là qui vont devenir les fondamentaux de notre démarche. Donc dès qu'on a commencé à avoir des métriques ou des choses qui nous permettaient de modéliser, on a modélisé et on a fait vivre ces études tout au long du projet. Bâtiment bois, donc pas d'inertie, ce qui veut dire que notre capacité à stocker du chaud et du froid, ce qu'on veut, c'était un peu compliqué. La seule partie béton qu'on a, c'est le noyau d'ascenseur, donc tout le reste est en bois. C'est l'avantage, c'est-à-dire que quand vous rafraîchissez la nuit, d'un coup votre bâtiment se rafraîchit plus vite. Pour autant, ça veut dire qu'on est dans un bâtiment qui est sec. Et donc au moment où on va avoir besoin d'avoir cette sensation de bien-être, le recours à la terre crue nous a permis, avec les propriétés hygrothermiques de la terre crue, d'avoir un ressenti qui commençait à se lisser. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et après, on a travaillé sur les sujets low-tech. Si vous allez sur le stand de Bouygues, il y a un super petit fascicule sur low-tech, soft-tech, high-tech, je ne sais plus quel est le truc du milieu. Vous avez le high-tech, vous avez l'opposition, qui est le low-tech. Ce n'est pas une opposition, on va dire c'est une nuance de ces technos-là, enfin de ces idées-là qui reviennent à dire est-ce qu'il faut qu'on surtechnologise nos bâtiments? Si on a vraiment des GDB super performantes, est-ce qu'on aura des bâtiments qui seront super performants? Sachant que parfois, on peut avoir des exploitants qui ont du mal
à piloter des bâtiments qui sont extrêmement complexes. Quand on va vers le low-tech, je pense qu'on peut se dire que le right-tech, avec mon magnifique accent anglais, est peut-être un poil plus... le right-tech est peut-être un poil plus juste, c'est le cas de dire, en se disant la bonne techno au bon endroit, ça veut dire qu'à un moment, peut-être qu'à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux, il faudra qu'on ait des façons de faire un peu différentes. Pour autant, le fait de se dire à chaque fois diminuons, baissons les quantités de capteurs, les quantités de câbles, les quantités d'automates en tout genre qu'on va installer, dont on ne saura pas vraiment se servir. Et évidemment, on a un poil triché, parce que comme on a fait des concept building, à un moment on s'est dit on va s'installer sur des terrains qui sont raccordés au réseau de chaleur. Pourquoi on a fait ça? Ça provient des premières réflexions dont je vous parlais sur la philosophie, qui reviennent à dire en France on fait des bâtiments à énergie positive, on en est très fiers. Dans les pays du nord de l'Europe, ils font des bâtiments passifs. Or, la philosophie n'est pas la même. Soit vous produisez de l'énergie et donc vous allez consommer des matériaux, des terres rares pour produire de l'énergie pour un bâtiment, soit vous partez du principe qu'à un moment, vous n'allez pas en consommer. Et donc la démarche est hyper différente. Et donc quand on se raccorde sur des réseaux de chaleur, on estime, nous, qu'à un moment, alors certes, le réseau n'est pas forcément formidable, parce que tous les réseaux n'ont pas aujourd'hui un mix énergétique qui est magnifique. Pour autant, on sait que la réglementation environnementale favorise beaucoup le recours à des réseaux de chaud, des réseaux de froid, peu importe. Et on se dit qu'au moment où on bascule là-dessus, on arrive directement à X milliers de logements, X milliers de mètres carrés qui vont être impactés par ces réseaux. Et en plus, ça impacte la consommation, ça impacte l'exploitation, et c'est plutôt intéressant. Bâtiment de 5000 m², sans infra, pas de parking, ce qui veut dire que l'implantation du bâtiment a beaucoup de sens pour aller vers l'ultra bas carbone. On est toujours dans l'exercice de se dire le plus bas, du plus bas, du plus bas. Si aujourd'hui on veut se rajouter une infrastructure, se rajouter un parking, c'est possible. Par contre, c'est un contenu carbone qui va monter en flèche. Pour le coup, on s'est dit que l'avantage de bâtiments comme celui-là, c'est de dire on est capable de mailler le territoire avec des bâtiments de 5000 m² un petit peu partout qui vont permettre de jouer sur les déplacements globaux de grandes agglomérations, que ce soit Paris ou les grandes agglomérations de région. Et en faisant ça, on a un tiers du bâtiment qu'on a mis sur pilotis en se disant compliqué de travailler sur l'artificialisation des sols ou plutôt la capacité à artificialiser le moins possible. Pour autant, on a un tiers du bâtiment qui est sur pilotis qui nous permet d'installer des locaux vélos et donc de répondre au sujet des mobilités douces sans aller sur le sujet des mobilités dures. Donc on part du principe que ce type de bâtiment a plus de valeur en tant que tel à être installé proche des transports en commun, donc avec une accessibilité qui est plus forte, plutôt que de les mettre au fin fond de la Pampa. J'ai rien contre la Pampa. Et évidemment, on a favorisé les balcons, tous les usages. L'autre bout du bâtiment, on a laissé une coque vide pour un commerce, un restaurant, de manière à pouvoir faire rentrer un peu la ville au sein du bâtiment. Le cinquième pilier, qui n'est pas le sixième, et je n'ai pas oublié, est celui de la réversibilité. Même sujet, on se retrouve en chambre à 4 ou 5 au tout début de la démarche en se disant évidemment le bâtiment de bureau d'aujourd'hui c'est un bâtiment de logement de demain. Eh bien on pense que non. C'est un peu le même sujet qui peut être clivant que la climatisation, c'est de dire si on veut vraiment aller vers de l'ultra bas carbone, non, c'est un bâtiment. Enfin, oui, c'est un bâtiment qui est techniquement agile, mais qui n'est pas évolutif. Puisque pour faire passer votre bâtiment de bureau à un bâtiment de logement, à un moment vous allez consommer du carbone parce que vous n'avez pas les mêmes escaliers, donc vous n'avez pas les mêmes consommations de béton, vous n'avez pas les mêmes trémies, vous avez plein de sujets techniques qui vont venir se rajouter. Et donc à partir de là, on s'est dit, certes, il n'est pas réversible, mais il est évolutif. C'est-à-dire que dans un monde formidable, en 2023, c'est ce qu'on a fait avec les STD, aujourd'hui on sait vous dire quel jour de quelle année nos bâtiments vont commencer à surchauffer, c'est-à-dire sortir des températures de consigne. Au moment où on fait ça, on se dit on va agrandir un petit peu notre émis, laisser de la place de manière à pouvoir recevoir un gros franc en toiture pour se dire si un jour on doit climatiser ce bâtiment, on pourra le faire sans apporter de travaux trop importants. Et pourquoi on ne le fait pas dès le début? Parce qu'on sait que si on installe un système, on va l'utiliser. Donc si on installe de la clim à un moment, bien sûr qu'elle va être consommée parce qu'au moindre inconfort, entre guillemets, même s'il est léger, très naturellement, moi le premier, on va se dire, là par exemple j'ai très chaud, s'il y avait un petit peu plus de clim, je ne serais pas forcément malheureux. Ce que je pourrais faire, c'est enlever ma veste. Je ne vais pas le faire non plus. Voilà, donc ça c'est ça. Le sixième pilier, on n'a pas fait, on n'a pas fait une slide, mais notamment parce qu'on y a pensé. C'est un pilier qui a sous-tendu toute notre démarche, mais on y a pensé un petit peu tard. C'est celui de la pédagogie.
C'est-à-dire qu'on peut estimer que le bâtiment de bureau de demain, tel que celui-là, n'est pas utilisable exactement à l'identique. Sans dire qu'il y a une rupture dans les modes de travail, c'est ce qu'on appelait réinterroger l'utilisation du bureau, une formule de ce type-là. Au moment où on fait ça, on se dit, oui, on a des températures de consigne qui sont peut-être un peu différentes. Il y a certains moments de l'année où il peut faire un peu plus chaud. Ça veut dire que des sujets comme le télétravail, comme la façon de s'habiller, comme la façon de jongler avec les horaires, sont des sujets qui sont importants. Et alors clairement, on n'est pas les premiers à y penser. Et la SNCF a mis en place, a essayé de mettre en place il y a 15 ans déjà, une façon d'alterner les horaires pour se dire est-ce qu'on est capable de faire bouger une partie des gens qui arrivent pour pouvoir désaturer les transports en commun. Ça peut être la même chose avec l'utilisation de bâtiments de ce type-là. Et donc, une fois qu'on a eu toutes ces réflexions, qui sont, vous imaginez, bien plus complètes que ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grosse notice, parce qu'on est Bouygues, on est des ingénieurs, on aime bien faire ça. Donc on a fait une grosse notice qui est bien lourde, qui fait bien 80 pages, en se disant, avec ça, on peut développer des bâtiments à l'infini. Et c'est à ce moment-là que les architectes sont un peu arrivés, en se disant, non, il y a les résultats d'abord. Il y a les résultats. Je vais vous parler des résultats. Suspense. Donc, la réglementation environnementale, vous la voyez là. Ça, ce sont les chiffres officiels pour tout type de bâtiment. Dans la réalité, normalement, vous n'êtes pas confronté à ces chiffres-là parce que chaque bâtiment est adapté en fonction de la taille de son infra, du niveau de terrassement, de sa superficie, etc. etc. On va dire que c'est les seuils. On sait qu'aujourd'hui, on commence autour des 980 pour finir au-delà des 600 en 2031. Fort de ça, quand on a pris la base de données Bouygues qui est assez importante, on a piqué celle de Franck qui est tout aussi importante en se disant mais le poids carbone des bâtiments d'aujourd'hui, ça raconte quoi? Quand on prend toutes nos ACV, donc un certain nombre, un très gros paquet, on se dit qu'aujourd'hui, nos ACV, elles tournent autour de 870 kg du mètre carré pour des bâtiments prime, pour des bâtiments de bureaux prime en France. Donc il y en a qui sont très au-dessus. Si vous faites une tour à la défense, ça va être un peu plus. Si vous faites un bureau ultra performant, ça va être un petit peu moins. Fort de ça, on se disait, on a pris les seuils carbone spécifiques RE de notre bâtiment. Nous, on ne se battait pas contre le chiffre des 600, on se battait contre 490. Je vous passe les détails, mais comme on n'a pas d'infra, on n'a pas de droit à consommer, ce qui fait qu'on est un peu dégradé dans notre performance. Donc il fallait qu'on soit sous les 490. Et donc on a fait tourner nos ACV en se disant, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc celle-là, elle est originale. Alors là, moment de solitude. Oui, c'est un recadrage des slides, je crois. Je peux tenter des trucs, mais ça va être... C'est pour garder un peu de suspense jusqu'aux valeurs de notre concept. Et ils sont où, alors là, ici, il y a un truc que vous ne voyez pas, qui est la valeur. Et donc, alors je peux vous le faire, parce que je la connais encore un petit peu. Oui, donc on se battait on voulait passer sous les 490 sur une base commune de 870 et suspense intenable. C'est pas grave, ça marche quand même. Archi sobre est à 292 kg du mètre carré. Quand on fait ça, on est pour nous au bas du bas du bas du bas. C'est-à-dire que notre capacité à être sous ce seuil-là, aujourd'hui, on pense qu'on n'est pas capable d'y arriver. On pense qu'on a fini cet exercice qui a vocation à être refait, parce qu'avec l'évolution des valeurs carbone, on peut imaginer que ça va descendre. Pour autant, on pense qu'aujourd'hui, vraiment le seuil bas, il est à ce niveau-là. Une fois qu'on s'est dit ça, alors la première fois, je vous avoue, on était un peu surpris, on s'est dit qu'on s'était raté, qu'il fallait qu'on recommence les calculs. Mais Franck nous a bien gentiment confirmé ces chiffres. On pensait qu'on était à 289, donc il nous doit 3 kilos. Sorti de là, on avait ces valeurs-là et on se disait, si on doit faire interpréter cette grosse notice dont je vous parlais par des architectes, à quoi ça donnerait? Parce que le bâtiment, on l'a fait nous-mêmes. On ne va pas vous le montrer là parce qu'on a fait un bâtiment, Bouygues, voilà. Donc très très ingé. Alors je prends ma part de responsabilité là-dedans. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte de toute la puissance des architectes pour faire quelque chose de désirable. Donc on est allé chercher nos petits camarades en leur donnant chacun un site, en disant donc Martin va aller à Lille, Thomas va aller à Marseille et Lucie et Thibaut vont rester en Île-de-France. On a pris notre notice de 80 pages, on l'a transformée en 4 pages parce qu'on se disait avec 80 pages on va faire le même cube un peu momoche que nous on a fait et c'est pas ça qu'on voulait. En leur disant nous on est à 292 kg,
La limite pour nous d'Archisobre, qui est un bâtiment sous la RE 2031, c'est 490, donc vous avez potentiellement un droit à consommer de 200 kg. Et si vous les consommez, on partira du principe qu'on est quand même dans un exercice qui est réussi. Et donc ils nous ont fait ça. Le premier, c'est donc à Lille, le bâtiment de Martin Duplantier. Lui est parti sur de la terre crue. Pourquoi ? Parce que c'est normalement la matière qu'on a un peu partout, en quantité importante. Et il est parti chercher, on va dire, les murs industrialisés d'un monsieur allemand qui s'appelle Martin Haus. Je ne suis pas meilleur en allemand qu'en anglais. Donc c'est des voiles de 25 cm de terre crue, 10 cm d'isolant, 25 cm de terre crue. Donc on a de la terre crue à l'extérieur comme à l'intérieur. Et en faisant ça, la notion d'hygrothermie qu'on avait dans notre solution de base à nous, on la retrouve dans le bâtiment de Martin. Donc comme tout bâtiment en terre crue, il nous a fait les petites voûtes qui vont bien pour rappeler la culture. En se disant, en travaillant cette matière, je vais amener ce qu'on a appelé de la super inertie. Et effectivement, dans un bâtiment comme ça, c'est la maison en pierre de nos grands-parents, quoi. Genre, vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas froid, on est dans de l'inerte très très fort. Et pour autant, je vous parlais de surface vitrée, sur ce bâtiment-là, on a 50% de surface vitrée. On n'est pas loin des 50% de surface vitrée. Mais on a une telle performance de façade dans la recherche d'optimum qu'aujourd'hui, on arrive à rester sous les seuils de la RE 31, sachant qu'on a dérogé. Donc je disais précédemment qu'on voulait essayer de ne pas faire de matériaux trop originaux, des murs en terre crue, porteur, on arrive sur un truc un peu étrange. C'est là où le process industriel de nos amis allemands nous a plutôt intéressés, en se disant, pour autant, on n'est pas capable de porter sur plus de 3 étages avec ces murs-là, donc on a fait une surstructure en béton qui vient reprendre les efforts des murs et qui vient se pluguer sur la structure bois des planchers. Ce qui fait que le fait de faire et de la terre crue et du béton et du bois, ça nous pénalise en carbone, surtout à cause du béton. Pour aller un peu vite, parce que sinon je peux vous tenir pendant encore 2 heures si vous voulez, mais NEM, eux, ont travaillé sur l'esthétique du réemploi dont je vous parlais un petit peu avant. Ce bâtiment se trouve en Ile-de-France. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois qu'on leur a donné le site, ils sont allés voir s'il n'y a pas des choses qui se déconstruisaient à côté. Bar HLM, qui était en cours de démolition. Donc eux ont compté tout ce qu'ils pouvaient, donc les murs, les voiles, les ouvrants, en se disant, ce que vous voyez là, ce sont des brises-soleil fabriquées à travers, avec du teintage, fabriquées avec les ouvrants qui les auraient récupérés sur le bâtiment déconstruit. De la même manière, vous pouvez voir ici une partie des voiles découpées du bâtiment d'à côté, en se disant, puisqu'on n'a pas d'inertie, il faut qu'on en ramène un petit peu. Et en plus, on avait eu l'idée de start-up. Un jour, vous verrez mon nom sur une start-up là-dessus. Il y a quand même peu de chance, mais on ne sait jamais. En se disant, si on fait passer des tuyaux au sein de ces grandes plaques de béton, on arrive à créer des gros accumulateurs. Et donc, on arrive à créer les chauffages, certes, les plus lourds du monde, mais on arrive à aller chercher un truc un peu performant avec du réemploi, donc sans poids carbone. Et évidemment, toutes les parties jaunes que vous voyez, alors je ne l'ai pas dit, mais on a des complexes dans le Archisob de base. On a analysé tous les types de façades, on en a retenu 8. Et dans le 8, on en a retenu un qui était un complexe en façade à ossature bois avec remplissage en bottes de paille de 36 cm. Eux ont repris ce concept-là. Dans la vraie vie, on imagine bien que les pompiers nous auraient fait teinter une partie, parce qu'on va dire l'effet loupe directement sur la paille, ça aurait sûrement pas été très heureux, mais ça vous permet de voir à quoi ça aurait pu ressembler. Et le dernier, à Marseille, donc Marseille 2040, interprété par Col de Fille, eux se sont dit, le climat de Marseille dans ces années-là va ressembler très fortement à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Une fois qu'on s'est dit ça, on a bien rigolé avec Franck sur les idées de djellaba bioclimatique, on n'en est pas loin. En se disant, mais en fait, toutes les bonnes idées ont déjà été inventées. Il suffit d'aller les chercher, de les appliquer à un monde qui serait le nôtre dans ces 2 décennies, en se disant, le recours à l'eau et à la végétation dans un patio ouvert permettrait de rafraîchir. Ce qui est vrai. Alors, ce bâtiment-là est entièrement surpilotis, ce qui fait qu'on imaginait qu'il y aurait un effet de gestion du vent qui rentrerait dans le patio et qui, par une forme de magie, viendrait récupérer tout l'air chaud et le sortirait à travers le patio. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc on a imaginé des tours avant que vous ne voyez pas, mais qui sont récupérés ici, enfin, qui seraient représentés ici, et qui viendraient récupérer le Mistral et injecter ce nouvel air sur chaque plateau de bureau, de manière à essayer de renvoyer au maximum tout l'air chaud à l'intérieur du patio. Ça ne marche pas. Et donc on a climatisé. Donc quand je vous parlais d'optimum, on a climatisé avec une PAC, de la géothermie. Quand je vous parlais d'optimum, c'est bien ça, c'est de se dire il n'y a pas de
Il n'y a pas une méthode unique. Il y a une forme d'agilité qui est de se dire oui, on est capable de faire des bâtiments à 350 kg du mètre carré dans des climats qui sont hyper contraints à partir du moment où on amène la bonne ingénierie, la bonne idée en lien avec le vivant et en lien avec le territoire. Et là, je vais laisser la parole à Gérard et à Franck pour la suite. Il n'y a plus de temps. Merci Adrien. Alors, je suis Gérard Oldetti, comme Claire l'a présenté au départ. Je suis directeur général délégué de Link City. Je vais essayer à la demande de Claire et d'Adrien, de porter le regard d'un développeur immobilier ou d'un promoteur sur cette démarche. Et je vais essayer de le faire de la façon la plus objective possible, puisque je fais quand même partie du groupe Bouygues qui a été à l'initiative de cette démarche. De façon générale, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je vois plutôt la démarche Archisobre comme une nouvelle offre sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Une offre qui répond aux attentes et aux contraintes de ce marché-là. J'en citerai 3, la nécessité du zéro carbone, les bienfaits de la performance énergétique et puis la prise en compte des nouvelles habitudes de travail qui impactent aussi la forme de nos bâtiments. D'un point de vue un peu plus particulier, si on zoome un peu, toujours du point de vue du développeur immobilier, je trouve que Archisobre a de nombreux atouts dans toutes les composantes qui font le succès d'une opération immobilière. Une opération immobilière réussit si on trouve bien sûr la bonne localisation, si la construction est de qualité et si l'investisseur et l'utilisateur sont satisfaits au final. Donc quand on regarde ces composantes-là, sur le plan, si je commence par la construction, ça a été dit par Claire au départ, Archisobre rend la construction neuve acceptable. Construction neuve porte une image très consommatrice d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai, mais Archisobre démontre que dès à présent, sans attendre 2031, nous sommes capables de mettre sur le marché des produits neufs qui ont un impact carbone très limité. On vient de voir les résultats, c'est assez incroyable. Donc, du point de vue de la construction, Archisobre répond aux attentes d'un développeur immobilier. Sur le choix du foncier, c'est vrai que dans la période dans laquelle nous sommes entrés, une opération immobilière va se réaliser essentiellement sur 2 grands ensembles, la réhabilitation ou la restructuration du déjà là, de l'existant, et la régénération de friches industrielles ou commerciales. C'est vraiment les 2 catégories de fonciers qui aujourd'hui sont acceptables par les collectivités, politiquement acceptées aussi. Alors c'est vrai que sur le premier, la restructuration, la démarche Archisobre, en tout cas, celle-ci ne s'y prête pas, sauf à développer demain une démarche sur la réhabilitation. Mais en revanche, sur la régénération de friches industrielles ou commerciales qui bien souvent sont artificialisées mais pas construites, il n'est pas question de réhabiliter, donc il faut construire du neuf. Et construire du neuf avec autant de vertus sur le plan environnemental, c'est une chose idéale pour un développeur immobilier. Donc on le voit aussi que dans les enjeux du développeur immobilier ou de la promotion immobilière, de choisir des sites qui sont compatibles avec le zéro artificialisation nette, Archisobre y répond. Enfin, il y a le sujet de la commercialisation. Une opération immobilière n'a de sens que si on arrive à la vendre et à intéresser des investisseurs et des utilisateurs. Donc, je trouve aussi qu'Archisobre répond aux deux, à l'investisseur et à l'utilisateur. À l'investisseur parce qu'on le voit, ce produit-là est à la pointe des critères ESG que regarde un investisseur. Aujourd'hui, c'est vrai, les investisseurs ont un peu mis le frein sur l'investissement, mais je suis persuadé que dans des horizons prochains, quand les équilibres économiques vont être retrouvés et que les investisseurs vont se remettre à investir sur du neuf, ils vont d'abord regarder des opérations extrêmement vertueuses et qui respectent leur grille ESG, et Archisobre est en plein dedans. D'un point de vue d'investisseur aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'Archisobre élargit le panel d'utilisateurs. On le voit, c'est des tailles réduites, c'est une jauge 5000 m². Et quand on regarde maintenant les nouvelles habitudes de travail, les surfaces de bureaux ont plutôt tendance à diminuer. Donc une petite taille correspond vraiment à ce que des utilisateurs pourront rechercher demain. Et puis je trouve aussi qu'avec cette adaptabilité dont vous avez parlé, sur notamment les critères ERP, ça élargit le panel des utilisateurs, que ce soit vers des entreprises de formation ou l'enseignement supérieur qui sont aujourd'hui en plein développement, mais aussi le coworking qui nécessite aujourd'hui d'avoir des zones ERP. Et le coworking prend aussi une place de plus en plus importante dans ce monde de l'immobilier d'entreprise. Donc Archisobre répond à des enjeux importants de l'investisseur. Et puis du point de vue de l'utilisateur,
L'avantage d'Archisob, c'est qu'il permet aussi à l'utilisateur de diminuer et de travailler sur son bilan carbone, puisque toute entreprise se doit de vérifier, d'être en conformité avec le scope 1 et le scope 2 de son bilan carbone. Et être logé dans un immeuble aussi vertueux, forcément, permet de réduire son empreinte carbone dans la phase d'exploitation. Donc on le voit, beaucoup d'atouts, que des atouts pour l'instant, je dirais, pour une opération immobilière. Alors, par contre, je voudrais quand même souligner et relever un point d'interrogation, ou un point d'incertitude encore, plus d'interrogation qu'incertitude. C'est l'équation financière. Une opération immobilière aussi fonctionne comme ça. Donc certains ont dû se poser la question, mais quel est le coût de travaux quel est le coût de réalisation de cet objet, forcément. Mais l'équation financière va se résoudre à plusieurs. Elle va se résoudre dans les mois qui viennent et les années qui viennent par le prix du foncier, le coût construction bien sûr, le niveau de loyer qui est acceptable par un utilisateur et le taux de rendement d'un investisseur. Donc on voit bien que ça, on va arriver à le résoudre à plusieurs. Et je suis persuadé qu'on trouvera ces équilibres-là dans les mois et dans les mois qui viennent. Et ça me fait une transition toute trouvée pour conclure et puis peut-être pour porter un regard un peu plus partisan sur ce projet-là. C'est que je peux vous annoncer que Linkcity a fait le choix de développer un véhicule d'investissement avec un investisseur partenaire pour déployer sur toute la France une vingtaine d'opérations archi-sobres pour le compte d'utilisateurs qui ont besoin d'implantations régionales de petite taille et qui sont très regardants sur leur empreinte carbone. Voilà. Bouygues Construction est déjà un de ces utilisateurs. Je ne doute pas que nous en trouverons d'autres. Voilà la conclusion que je pouvais porter sur mon regard de développeur immobilier sur ce projet-là. Merci Gérard pour ton témoignage. Franck, toi qui as suivi cette démarche de près, est-ce que tu peux nous partager les points qui ont retenu ton attention ? Bon, bonjour à toutes et à tous. Il y en a qui ont peut-être entendu déjà ce que j'ai raconté avant, juste avant, là, je faisais une prise de parole sur un rythme un peu soutenu. De toute façon, je pensais parler des projets architecturaux, mais comme Adrien en a beaucoup parlé, du coup, j'ai plus grand-chose à dire, et de l'intérêt de cette démarche en fait, pour rendre le neuf pertinent, mais Gérard en a parlé aussi, donc en fait, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter du coup qui n'a pas déjà été dit ? La première chose, c'est quand Bouygues nous a proposé de nous associer à la démarche, parce que je vais raconter un peu quand même la petite histoire. Nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on travaille évidemment, enfin, c'est pas évident d'ailleurs, mais donc Franck Boutet Consultant, c'est un bureau de conception et d'ingénierie environnementale, donc on travaille sur la décarbonation, pas que, mais entre autres la décarbonation, on va dire, de l'immobilier, de l'aménagement, des projets urbains, etc. Et donc là, l'idée, c'était, voilà, on veut pousser les curseurs au maximum, on ne veut pas être en attente de la réglementation thermique et essayer d'y répondre tant bien que mal, on veut voir jusqu'où on peut aller. Donc là, du coup, Adrien, tu as montré jusqu'où on pouvait aller. On est allé très très loin. C'est du jamais vu, puisque nous, c'est en gros la première fois qu'on obtient une telle valeur carbone sur un objet neuf. 870, c'est un peu pratique courante. Alors on fait quand même déjà un peu mieux aujourd'hui, mais en poussant un peu, sans faire un truc totalement disruptif, on est à 700, 650, on y arrive. Donc là, 300, c'est un peu du jamais vu. Donc c'est travailler sur d'abord concept building avant de parler des 3 projets architecturaux. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que d'habitude, on démarre avec un site, avec les forces et les contraintes évidemment d'un site, avec l'équation économique. Et puis finalement, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'explorer l'univers, on va dire, ou d'ouvrir l'ensemble du champ des possibles. Donc là, ce travail un petit peu en chambre, un petit peu à côté des projets, c'est vraiment sur l'idée de... Il faut aller traquer le carbone partout là où il se niche. Du coup, ça permettait vraiment d'explorer très très loin ce champ des possibles et donc d'arriver à cette valeur incroyable. Après, dans les sujets, enfin les challenges qu'on a retenus, il y avait l'idée on ne peut pas faire du bas carbone juste pour faire du bas carbone. Évidemment, il faut faire du bas carbone prospectif. Donc cette idée que tous les calculs ont été faits horizon 2040 pour pas dire aujourd'hui on livre un bâtiment sur la base d'une STD qui utilise des bases météo qui ont 10 ans, donc qui sont totalement obsolètes et qui sont d'ailleurs prises dans des stations météo alors qu'on construit rarement dans les stations météo qui sont sur les aéroports, on construit rarement sur les aéroports pour une bonne raison.
Donc du coup, il y a déjà entre une station de météo et une réalité de climatologie, il y a en gros 5 à 7 degrés. Il faut juste le savoir, c'est que quand on conçoit aujourd'hui des bâtiments avec les bases de météo d'aujourd'hui, on est en train de faire un bâtiment qui répond à des enjeux d'il y a 30 ans, quoi, en gros. Parce que les bases datent d'il y a 10 ans, et en plus elles sont prises nonobstant, enfin, sans mesurer l'îlot de chaleur urbain. Donc là on s'est dit, il faut rendre réaliste l'objet qu'on va construire. Donc on le met dans un climat prospectif réaliste 2040, et on travaille avec ça. Donc évidemment on se met quand même dans une position un peu de stress thermique assez dur. Donc travailler sur l'inertie, travailler sur la ventilation naturelle, travailler sur les dispositifs radiants, etc. Et donc voir comment finalement le bâtiment réagit. Donc on est dans une approche prospective, parce qu'il faut qu'on sorte un peu de l'idée de... tout à l'heure, juste avant, je disais 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Donc là, ça focus sur l'existant. Et évidemment, si on se pose la question combien de ces bâtiments qui existent aujourd'hui existeront en 2050, c'est quasi zéro. Sauf que ça, on le sait sur les bâtiments existants, et on dit il faut les transformer, il faut les adapter, etc. Mais en fait, aujourd'hui encore, on conçoit des bâtiments qui répondent à un cahier des charges qui, en gros, agrège des données du passé et du présent, et qui ne fait absolument pas de prospective sur le futur. Donc cette dimension, je pense qu'elle est elle est essentielle. On pourrait même continuer le principe et le projeter en 2050, en 2070, et être réaliste. C'est pas la peine de dire nous on fait des bâtiments sans clim donc on est hyper vertueux. C'est un process. Le choix de la clim ou pas de clim, c'est à la fin. J'ai fait tout ce qu'il fallait en termes de conception. J'ai interrogé l'usage. Je vais peut-être avoir quelques jours où le bâtiment sera impropre à sa destination. Est-ce acceptable ou pas que pendant 20 jours on n'utilise pas un bâtiment parce que il y fait trop chaud. Mais par contre on peut donc on fait ce choix in fine de je mets du froid ou je mets pas de froid. Et par contre sur l'idée de l'évolutivité technique, c'est évidemment fondamental. C'est-à-dire que là tu disais on n'est pas réversible. Alors je pense qu'on peut même le pousser, parce que nous on travaille là sur un sujet sur empreinte, la défense, où on essaie de rendre la réversibilité bas carbone. Donc je pense qu'on pourra même aller encore un cran plus loin, mais en tout cas travailler sur l'évolutivité technique. Aujourd'hui c'est pas parce qu'on arrive à faire un bâtiment qui n'a pas besoin de rafraîchissement au climat d'aujourd'hui qu'il n'en aura pas besoin en 2040 et en 2050. Il faut être réaliste, mais par contre, l'idée qu'on prévoit dans la conception aujourd'hui la capacité finalement de faire une évolution technique et rajouter des systèmes de production de froid dans un bâtiment qui n'en aurait pas aujourd'hui. Donc il faut arriver à penser finalement cette forme d'agilité, cette forme de versatilité des bâtiments pour pouvoir les équiper, les améliorer progressivement dans le temps. Pareil sur le solaire, par exemple, à un moment on peut se dire si je n'ai pas les moyens aujourd'hui de faire un bâtiment qui produise son énergie solaire, donc pas solarisé, peut-être il faut certainement le concevoir solarisable. Et en fait, c'est tout ce changement de paradigme de concevoir les bâtiments dans leur capacité plutôt que de les concevoir comme simplement des objets qui répondent à des situations contemporaines. Alors sur les 3 projets, quand même, je vais en reparler un peu, enfin je vais compléter ce que tu disais. J'ai encore un peu de temps, c'est ça, c'est ce qui reste comme temps. T'as encore 7 minutes. Non, c'est parfait. Donc là, on a vu 3 voies. Alors, pour passer, on va dire, du concept building 3 minutes, à 3 minutes. De passer du concept building à la réalisation, on va citer Paul Langevin qui dit, donc c'est un physicien du 19e, qui dit le concret, c'est l'abstrait devenu familier par l'usage. Donc, je trouve ça assez beau. En fait, ça c'était une proposition qu'on avait faite à l'équipe de dire, il faut absolument faire travailler des architectes. C'est pas, tout à l'heure, j'ai dit bâtiment Bouygues. En fait, il est vachement bien votre bâtiment. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu rectangulaire, mais sinon il n'est pas hyper contextuel, mais quand même, il est pas mal. Mais en tout cas, on s'était dit, il faut voir comment, parce que moi, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéressait avant sur l'énergie, c'est finalement quelles sont les formes et les matières de la décarbonation. Il faut qu'on s'empare de ça, les concepteurs, pour pas qu'on fasse des objets qui soient juste de l'hyper-optimisation technologique ou l'architecture, mais derrière l'architecture, il y a une question de ville, donc une question d'urbanité et une question de culture, soit finalement la variable d'ajustement du bas carbone. Donc en faisant travailler les architectes, on s'est vraiment coltiné cette idée de la question on va dire, du design du carbone ou du design de l'absence de carbone. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, avec du coup les 3 agences qui ont fait des explorations extrêmement différentes, parce que, comme tu disais, on leur a pas donné un cahier des charges fermé. Ça aussi, ça interroge pour ceux qui font de la programmation ici. Donnez-nous de temps en temps des cahiers des charges ouverts qui permettent vraiment d'explorer le champ des possibles, plutôt que de faire tout à notre place dans une forme de préconception par le texte, où à la fin, il ne reste plus qu'à dessiner exactement le texte que vous avez écrit. Donc donnez-nous un peu des marges de manœuvre. Donc là, on a plutôt rédigé 4 pages qui s'appelaient le cahier des challenges, c'est-à-dire qu'on vous soumet une question qui paraît impossible, mais on vous laisse libre sur la réponse. Et donc,
c'est situé, certes, il y a des objets, il y a des environnements à partir desquels ils travaillent, mais donc les 3 archis et les 3 agences explorent des choses très très différentes. Le premier, si on les prend de gauche à droite, donc NEM explore de manière très très poussée la question du réemploi. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de réemploi, sauf que sur un bâtiment réellement, dans une vraie opération, il n'y a quasiment jamais de réemploi. Il y en a toujours plein en phase concours, et en APS il y en a beaucoup moins, en APD il y en a moins, et en réalisation il y en a quasiment plus, parce que tout le monde veut faire du réemploi, mais personne ne veut le faire en premier, donc il faut attendre déjà qu'il y ait au moins 100 opérations réemploi pour accepter de passer à l'acte. Là, ils ont décidé de pousser ça très loin. Et en fait, on fait un gain substantiel, c'est-à-dire que le réemploi, dans le premier projet, représente 100 kg de CO2. Sur les fameux 300, alors ils sont un peu au-dessus des 292 qu'on obtient sur le bâtiment, vraiment, où tout a été tiré, c'est pour ça que je disais la traque au carbone partout là où il se niche. Donc là, il y a 100 kilos en fait, qui se trouvent dans le réemploi. Donc ça montre quand même qu'il y a un vrai gisement, et il faut qu'on accélère sur le réemploi. Bien sûr, il y a des frontières, aujourd'hui, il y a des barrières, il y a à la fois la barrière économique, il y a la question des assurances sur les produits de réemploi, la compatibilité entre le réemploi et le neuf. Mais il faut aller très vite parce qu'en fait, c'est un vrai gisement. 100 kilos, c'est colossal. Après, sur le deuxième projet, donc Martin utilise beaucoup finalement des dispositifs ancestraux, vernaculaires, donc la terre crue pour en faire un vrai matériau de construction et en faire un matériau structurel et une vraie esthétique finalement du bas carbone. Alors Adrien, tu as déjà donné les vertus de la terre crue. Les vertus, elles sont aussi sur une forme d'écologie territoriale. C'est pas juste le matériau lui-même qui est bas carbone, il y a une forme d'écologie territoriale, d'ancrage finalement, à la fois le lien, la ressource, le savoir-faire, la transformation, la mise en œuvre. Et puis il y a une vraie valeur aussi qui est le volant hygrométrique. Donc on a mesuré vraiment que dans le deuxième projet qui est là, on a une constance incroyable des températures avec une capacité finalement d'encaisser comme ça les aléas hygrométriques. Et sur le... Ouais, on va finir. Hein. Et sur le troisième projet, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien raconter aussi quand je dis en fait aujourd'hui quand on conçoit un bâtiment, il ne faut pas le concevoir par rapport aux données connues du passé, du présent, mais par anticipation des données connaissables demain. Dans les données connaissables, le changement climatique, ok, si on l'accepte et pas qu'on se dise il faut lutter contre le changement climatique, parce que bien sûr il faut lutter, il faut atténuer, mais il faut aussi s'adapter. Et de l'adaptation, c'est reconnaître que de toute façon le changement climatique est en cours et qu'il y a une forme de migration pour l'hémisphère nord des climats du sud vers le nord, et pour l'hémisphère nord en fait des climats du nord vers le sud. Donc on a aujourd'hui une forme il faut accepter l'idée du sud comme horizon. Et finalement, quand on conçoit aujourd'hui à Saint-Ouen, à Paris, il faut se demander quel sera le climat de Paris en 2050. En gros, c'est celui de Séville, et il faut aller s'inspirer des modèles sévillans pour concevoir des projets aujourd'hui. Donc c'est des formes comme ça d'hybridation climato-historico-culturelle qu'il nous faut inventer. Et donc là, du coup, le troisième projet explore cette idée finalement de la figure à la fois du patio, donc le patio qui crée de l'ombre, et du rafraîchisseur adiabatique. Hein, c'est je sais que je finis. Hein. Le rafraîchisseur adiabatique, donc en gros, c'est l'image du linge. Avant, on se rafraîchissait comme ça. Hein. Le linge qu'on trempe dans une bassine et qu'on met à une fenêtre. Le linge, c'est une surface d'échange, le végétal aujourd'hui. L'eau, évidemment, c'est ce qui va permettre le changement d'état et la réaction endothermique. Et le vent, c'est le moteur. Et donc, si on arrive finalement à dessiner des bâtiments ou à dessiner des formes urbaines et des villes qui combinent ces 3 ingrédients du rafraîchissement adiabatique naturel, on fait de la clim passive. Donc voilà, on peut se rafraîchir finalement avec la ville. Et puis j'arrête là parce que bon. Voilà. Merci Franck. Donc, on arrive au terme de la conférence. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de poursuivre les échanges et les discussions sur le stand de Bouygues et pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à tous.